Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on parle auto, mais on va aussi parler de cadeaux de Noël, puisque vous savez que Sud Radio a déjà sorti son sapin et que régulièrement nous vous offrons de beaux cadeaux. Donc restez à l'écoute de On parle auto jusqu'à 13h, car il y aura... la semaine, la DS. A priori, c'est pas a priori, il y aura une très très belle montre à gagner aujourd'hui, entre autres. Et puis on va faire plein de cadeaux. Une 4 chevaux Oui. Et une Dodoche. C'est pour Jean-Marie, je lui ai amené des idées pour remplacer son modus. Donc une DS, une 4 chevaux. Une 2 chevaux, très bien la 2 chevaux. Ah ouais, et puis vraiment, s'il n'a pas de possibilité, il y a ça. Un bus. Voilà, un bus. Oh là là, c'est un vieux bus parisien, ça. Ouais. Mon papa a conduit ces bus-là. Ah, c'est un... Il les a entretenus. On va expliquer à ceux qui nous regardent sur Facebook, sur la page Facebook de Sud Radio, pourquoi nous avons ces très belles voitures, y compris les petites voitures que vous avez ramenées. C'est parce qu'on va recevoir en fin d'émission une association pour laquelle on a eu un vrai coup de cœur. Ça s'appelle les enfants de l'auto. Voilà. Et on en parlera en détail. C'est une association qui aide les enfants, alors on va dire malades ou défavorisés, et qui pour Noël évidemment va leur offrir des cadeaux. Sud Radio s'est associé à cette association. Voilà. J'ai pas trouvé de mot qui remplaçait le associé à association. Oui, exactement. C'est joli en plus, j'aime bien. Il y a beaucoup de S associés à cette association. Voilà. Donc on recevra Guy Jourdan, qui est le président que je connais depuis 35 ans. Voilà. Il nous expliquera ce qu'ils font. Aussi vieux que ça, oui, exactement. Et puis comme je suis très vieux, on aura aussi Dominique Chapat, qui a été mon patron pendant des années. Qui sera avec nous et qui est aussi parrain de cette association. Donc ça sera aux alentours de 12h45. Évidemment, avant cela, un autre très très beau programme. On parle auto avec vous. Comment réparer sa voiture pour l'hiver? Préparer, sa voiture pour l'hiver. Oui, on peut la aussi la réparer, mais comment la préparer? La préparer pour l'hiver, c'est la semaine prochaine, c'est les départs en vacances. Donc au moment des départs en vacances, on est plus tenté de prendre sa voiture, même si en ce moment ça risque. Quoique, avec la grève des trains qui se profile, je pense qu'il y aura plus de monde sur la route. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'il y a des choses absolument absurdes qu'on peut faire l'hiver et qui sont très contre-productives. On parlera de bouquins aussi. Ouais, deux beaux livres. On va recevoir Serge Bellu. Serge Bellu qui est un passionné de livres. Voilà. Regardez, je vous le montre... façon téléachat sur la page Facebook de Sud Radio. Vous avez les images en direct grâce à Bastien, notre réalisateur. Très très beau livre, La Citroën DS à l'avant-garde de l'innovation. On en parlera donc avec son auteur, c'est aux éditions Glénat. Et puis regardez un autre très beau livre. Hop là, il s'agit du combat. Voilà, Ferrari versus... Maserati, le combat, le duel Ferrari-Maserati. On se posera aussi une question, est-ce que 2023 sera l'année du décollage du rétrofit? Ah, le rétrofit. On vous expliquera ce que c'est aussi tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas. On parlera pneus, on parlera de vous aussi et surtout, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Et les résultats des Awards de l'automobile. Et ben voilà, nous étions conviés à cette cérémonie absolument sublime qui s'est passée jeudi soir dans les locaux de l'Automobile Club de France. Ouais. Même nous les filles, on était invités, c'est pour dire. Non mais maintenant les femmes ont accès. Mais avant c'était compliqué. Non mais c'était un club, c'était un cercle. 20 ans. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai adoré cette soirée. On en parlera en détail. Il y a des grosses surprises sur les voitures qu'on gagne. Il y a des belles surprises. Et puis vous, donc 0826 300 300, vous nous appelez. La page Facebook est ouverte sur la page Facebook de Sud Radio. Vous nous suivez en direct, ou même vous pourrez réécouter l'émission ou découvrir l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, on a trop parlé. On prend le volant. On est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous accueillons tout de suite Stéphanie de Compoint, qui est directrice marketing digital et communication d'Euromaster. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bon, vous allez peut-être partir vous aussi en vacances, je sais pas, pour Noël? J'allais prendre la route juste après l'échange avec vous. Donc, non, déjà. Et pour la Haute-Savoie, donc je pense que je suis en plein dedans. Il vous reste une place dans la voiture? Je vous emmène, avec plaisir. Bon alors dites-nous tout, bien préparer sa voiture pour partir cet hiver, c'est quoi? Alors bon, Euromaster, on se dit tiens, il va y avoir des pneus quand même. Vous avez des pneus hiver sur votre voiture? Tiens, on va se servir de vous comme exemple. Vous avez... un bon exemple. Oui, je suis en pneus hiver sur mon véhicule. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis en pneus hiver. Alors pourquoi pas? Alors, je dis tout de suite. Allez-y, vous voulez qu'on commence comme ça? Parce que les températures sont trop basses.
Alors, déjà parce que les températures sont basses. D'ailleurs, c'est un bon point, parce qu'aujourd'hui, les températures en France, elles sont toutes très froides, donc on est bien au cœur de notre sujet. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle d'hiver, on pense à la neige, mais l'hiver, c'est pas que la neige. Donc, on est tous confrontés, en fait, en France, à des conditions hivernales. Les températures qui sont froides, la baisse de la luminosité, la pluie. Ce sont autant de facteurs que la neige d'ailleurs qui nécessitent qu'on s'intéresse à la sécurité de nos véhicules. Donc dans la sécurité de son véhicule pour prendre la route, en fait on a 3 grands aspects à prendre en compte. On va parler des pneumatiques évidemment, mais on va parler aussi de visibilité et puis on va parler de quelques contrôles préventifs qu'on peut faire très simplement pour éviter que son véhicule ne s'arrête à un moment où on n'a pas forcément choisi qu'il s'arrête. Bon, alors les pneus hiver, on a vu hier, on a vu des photos des autoroutes avec de la neige dessus. Ah oui. Donc seule solution d'avancer en sécurité, c'est au minimum des pneus 4 saisons ou des pneus hiver. Et on va quand même rappeler qu'il y a une loi, pour l'instant il n'y a pas de verbalisation, mais qu'il y a une loi qui impose dans certaines zones françaises, dans certains départements, d'avoir des équipements adaptés pour affronter justement ces conditions hivernales, ce que tous les automobilistes ne font encore pas malheureusement. Exactement. Donc en fait, il y a 48 départements qui peuvent être concernés par la loi hiver, soit la totalité du département, soit une partie du territoire seulement. Donc ce que dit la loi, c'est ce qu'on appelle la loi montagne. Hein, donc ce que dit cette loi finalement, c'est une obligation d'être équipé pour pouvoir traverser ces territoires en sécurité. L'équipement, c'est soit des pneus hiver, soit des pneus 4 saisons avec un marquage particulier qui est le marquage 3P MSF. Donc c'est un anglicisme, hein, c'est un acronyme pour avec un anglicisme. Je vous l'épargne. Un petit dessin avec des pics, 3 pics dessus. C'est 3 petits pics de montagne avec des flocons. De neige, exactement. Donc si votre pneu a ce marquage sur son flanc, il est homologué hiver. Donc vous pouvez traverser les territoires loi montagne sans difficulté. Stéphanie, on va préciser aussi qu'on peut avoir des chaînes ou des chaussettes dans le coffre. C'est ce que j'allais dire. Après, vous pouvez continuer de circuler en pneu été, c'est-à-dire avec un pneu qui n'est pas marqué 3P MSF, si vous avez à bord de votre véhicule des chaînes ou des chaussettes. Par contre, le fameux reportage que j'ai vu comme toi, hein, où les gens ont été coincés là, sur l'autoroute du côté de la montagne, il y avait des témoignages, ou même sur les bords de route classiques, des gens qui avaient leurs pneus hiver, mais ça n'a pas suffi. Donc il y a des fois des conditions météo extrêmes où il vaut mieux laisser sa voiture au garage, quoi. Ouais. Exactement. Bon, là, on va continuer à utiliser la voiture quand même. Alors, on parlait de visibilité. C'est pas si bien que visibilité, on a parlé il n'y a pas très longtemps des phares et des ampoules qui s'usent avec le temps, sauf pour les nouvelles technologies où on peut les garder plus longtemps. Mais la visibilité, c'est pas que ça. Quand il neige, par exemple, c'est vrai que les balais d'essuie-glace, c'est souvent les parents pauvres sur une voiture. On se rend compte qu'ils essuient plus au moment où on en a besoin. Alors que c'est facile de contrôler ces balais d'essuie-glace. Et vous avez raison, c'est un des organes de sécurité très importants, particulièrement l'hiver entre la pluie et la neige, ou tout simplement aussi pour nettoyer son pare-brise quand on traverse des routes salées qui encrassent votre pare-brise très rapidement. Donc vous n'avez plus la bonne visibilité. Donc vous passez votre doigt sur les caoutchoucs de votre balai d'essuie-glace si vous sentez qu'il est poreux ou en tout cas qu'il n'est pas parfaitement lisse. C'est déjà un premier signal d'alerte. Si effectivement quand il essuie, il laisse des traces sur le pare-brise, c'est pareil, c'est que ça commence. Qu'il n'essuie pas, même carrément. Ou qu'il n'essuie pas du tout, et là ça devient dramatique. Faut faire quelque chose. Et puis il faut penser à changer aussi le lave-glace. J'allais dire le lave-vaisselle. Oui, ça c'est un grand classique. Le liquide, tu veux dire pas le lave-glace lui-même, mais le liquide de lave-glace c'est bien. Et tout simplement parce que essayer de tuer les moustiques en plein hiver, ça sert à rien. Faut avoir un lave-glace qui résiste au froid et qui va vous permettre de l'actionner, de l'utiliser, mais même quand il fait très froid et que ça évite qu'il gèle dans son réceptacle de lave-glace, tout simplement. Bon, la première source de panne l'hiver, c'est la batterie. Ah oui. Donc jetez un œil. Vous faites d'ailleurs, chez Euromaster, on peut passer dans les centres pour une petite vérification, parce qu'il y a plein de gens là qui écoutent les conseils et qui se disent ouais non mais moi je sais pas le faire. Vous pouvez le faire ça ? Absolument. Donc c'est un geste très facile, très rapide. Donc ça vous prendra pas beaucoup de temps en passant dans un atelier. Et on a des petits testeurs de batterie qui permettent de vérifier l'état de santé de votre batterie, savoir si elle a besoin d'être rechargée ou changée, ou si au contraire elle va passer l'hiver
Très tranquillement, exactement. Stéphanie de Compoix, donc directrice marketing digital et communication d'Euromaster, qui s'y connaît bien. Hein. Si jamais, lorsque je passe chez vous... Elle vient de faire tout ça avant de partir. Ouais, c'est cool. Si jamais je passe chez vous pour tester ma batterie et qu'effectivement, il va falloir la recharger, vous pouvez me donner un rendez-vous tout de suite? Il faut que j'achète un chargeur? Comment ça se passe? Alors vous avez, normalement on va pouvoir vous la changer tout de suite ou vous la recharger tout de suite. Donc si pour une raison ou pour une autre vous êtes sur un modèle de batterie un peu particulier, on prendra rendez-vous, mais on fera en sorte que ce soit rapide. Mais la plupart du temps on intervient directement. D'ailleurs c'est aussi l'occasion après de faire les autres contrôles de sécurité de votre véhicule. Du moment où vous entrez en atelier chez Euromaster, on fait les contrôles de sécurité de votre véhicule systématiquement. La climatisation. Il y a des gens qui vont dire tiens, il est complètement dingue, il fait froid l'hiver. Vous avez raison. Bah oui, bien sûr. Mais non, on croit toujours que la climatisation c'est pour l'été, mais pas du tout. La climatisation c'est vraiment aussi pour l'hiver. Vous avez besoin de désembuer rapidement. Déjà, il faut faire tourner sa climatisation aussi régulièrement. Et puis la climatisation dans votre véhicule, c'est ce qui va vous permettre de favoriser l'absorption d'humidité et donc de diminuer la buée. Donc ça c'est un élément aussi très important dans la sécurité. Je ne sais pas si, comme moi, vous constatez souvent le matin de voir des gens qui ont un espèce de tout petit espace, rien que pour les yeux, sur leur pare-brise, qu'ils n'ont pas voulu gratter leur pare-brise. Oui, mais tiens, justement, puisqu'on parle de gratter dans les trucs à pas faire. Juste avant ce que vient de dire Stéphanie, moi je ne savais pas, c'est que je fais partie des gens qui utilisent très rarement ma clim, pour plein de raisons. Il faut la faire tourner régulièrement? Oui, il faut la faire tourner. Il faut la faire tourner l'hiver parce que la clim, le gaz de la clim transporte le lubrifiant pour le compresseur. Donc si elle ne tourne pas pendant longtemps, au moment où on va la remettre en route, le compresseur va tourner sans lubrification. Donc ça les bousille. Donc il faut la mettre en route au moins une fois par mois. Bien monsieur, bien madame. Merci pour l'info. Et alors, dans les trucs à pas faire, parce qu'on parlait de gratter, la bassine d'eau chaude sur le pare-brise. La bassine d'eau chaude, un grand classique. Et si vous avez envie de vous débarrasser de votre pare-brise, c'est le moment de faire ça, exactement. Voilà. Pareil, la clim à fond dès le départ, c'est aussi pas bien. Donc, ça, c'est pas très bien, ouais. Et puis, en plus, maintenant, on a des véhicules un peu plus particuliers, qui sont les véhicules électriques également. Donc la sursollicitation du chauffage ou de la clim sur un véhicule électrique au démarrage, vous allez réduire votre autonomie. Ouais. Exactement. Merci. Donc là, si vous avez juste la chance d'avoir un garage ou en tout cas une borne électrique, faites préchauffer votre véhicule tout en gardant votre véhicule branché. Comme ça, vous allez avoir la bonne température au bon moment et ça vous évite de perdre de l'autonomie. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci Stéphanie. Je prépare vite fait ma valise et j'arrive. Alors. Et vous, directrice. Et on va où? Dans les Alpes. On va en Haute-Savoie. Voilà. Directrice marketing digital et communication d'Euromaster. Et si vous venez juste d'arriver à l'écoute de l'émission On parle auto sur Sud Radio, vous pouvez réécouter tous ces conseils de vraiment d'importance sur la chaîne, soit sur le site en podcast, soit sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Allez, à suivre votre rendez-vous. Stéphane a une question à nous poser au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël, restez en notre compagnie d'ici à peu près 15 minutes maximum. On va vous présenter 2 magnifiques livres en présence de leur auteur, Serge Bellu. La Citroën DS, mais aussi Ferrari Maserati, le duel, et tout ça aux éditions Glénat. Mais tout de suite, votre moment à vous. Soit vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous rencontrer et poser vos questions à l'ami Jean-Luc. Soit vous nous écrivez par mail jeparticipe@sudradio.fr. On vous attend et d'ailleurs à midi, normalement, on aura un peu de temps à vous consacrer en plus. Bonjour Stéphane. Allô. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous appelez d'où? Alors j'appelle de Normandie. Où en Normandie? Alors dans l'Orne, à Nonlay-l'Abbaye exactement. Très bien. Pas de neige encore. Il fait très froid. Pays du cheval, entre autres, voilà. Du haras du pin et compagnie. On vous écoute. C'est pas très loin. Merci d'avoir sélectionné ma question. Avec plaisir. Donc je possède une Citroën C5 hybride rechargeable et lorsque je la recharge à 100%, elle indique le nombre de kilomètres disponibles en électrique. Et ce nombre varie en permanence entre 35 et 50 km. Donc je voulais savoir si c'était normal. Oui, c'est normal. Je vous explique pourquoi après.
Mais du coup, Jean-Luc, j'en profite. Est-ce que vous avez des petits conseils sur la conduite en électrique, des choses à ne faire ou à ne pas faire? Alors, est-ce que c'est normal? Alors on commence par le début. En fait, quand une voiture électrique ou une voiture thermique vous indique l'autonomie restante, c'est une approximation. En fait, vous avez un algorithme qui tient compte de la façon dont vous avez conduit jusqu'avant. Donc, par exemple, si la veille, vous avez fait de la voie rapide, principalement, et que vous avez consommé plus d'énergie, le lendemain, même en ayant rechargé la batterie, au lieu de vous indiquer 45 km, elle va vous indiquer 35 km, parce la voiture tient compte de votre conduite avant. Sauf si vous remettez tout à zéro. Mais quand je dis remettre tout à zéro, c'est pas juste le partiel, c'est vous remettez tout à zéro. Voilà. Donc, systématiquement, en fait, l'ordinateur fait ça. C'est pour ça que... Alors, moi, je dis souvent dans les essais de mes petits camarades, ils disent oui, mais l'ordinateur de bord dit qu'on a consommé telle quantité de carburant et qu'il nous reste tant d'autonomie. C'est pas vrai. Oui, c'est rarement vrai. C'est vrai si vous prenez la consommation indiquée sur 50 000 km. Ouais. Là, ça sera vrai. Mais c'est vrai que d'un trajet à l'autre, d'un conducteur à l'autre, on n'a pas la même façon de conduite. D'un jour à l'autre, aujourd'hui, il fait froid, il faisait peut-être un peu moins froid il y a 2 jours, donc ça va gréver l'autonomie. Donc c'est normal que votre voiture, elle n'a pas une boule de cristal, donc elle tient compte de ce qu'elle connaît. Ouais. Pour vous indiquer une autonomie, et ça sera peut-être pas, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Si la voiture est chargée ou pas, vous imaginez, ça fait une quantité de paramètres hallucinants. Donc la voiture peut pas tenir compte de tout ça. Surtout si on écoute beaucoup Sud Radio tout le temps, même la radio, ça prend un peu d'énergie. Voilà. Mais écoutez, continuez d'écouter. Mais ça coûte. Non, dans une voiture, je pense que le poste de radio, c'est vraiment pas ce qui consomme le plus. C'est ce que vous couperez en dernier après le chauffage. Taquiner. Donc, alors, et après, qu'est-ce qu'il faut faire avec une voiture électrique pour baisser les consommations? Bon, déjà, la première chose, 130 km/h sur l'autoroute, vous oubliez. Parce qu'un moteur électrique, il a la fâcheuse tendance à avoir une consommation qui augmente un petit peu exponentiellement. Donc, on reste à 120, ce qui permet d'avoir une consommation, on va dire 30% inférieure en moyenne, c'est ce que j'ai mesuré par rapport à entre 120 et 130. C'est plus que le delta entre 120 et 130 pour un véhicule thermique. Alors plus qu'un essence et encore plus qu'un diesel qui lui profite de ce meilleur rendement sur autoroute. Alors donc on limite déjà la vitesse maxi. Et surtout, on anticipe sur les décélérations. Ça, c'est vraiment la clé de la consommation sur une voiture électrique, c'est ça. Alors, attention aux faux amis. Vous avez sur certaines voitures électriques, on peut régler le frein moteur. Je vais appeler ça comme ça. C'est la récupération d'énergie en décélération. Vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, et là, vous avez la voiture qui ralentit, et vous avez plusieurs modes. Alors, ça peut aller de soit presque de la roue libre, soit franchement du freinage qui va jusqu'à l'arrêt. Ça s'appelle le One Pedal Drive. On verra dans l'essai du jour, d'ailleurs, qui est une voiture chinoise électrique, qu'on a cette possibilité-là. C'est un faux ami. Pourquoi ? Parce que, tiens, quand vous faites de la bicyclette, c'est plus intéressant de rester en roue libre. Ouais. C'est moins fatigant que de freiner, de repédaler. On le comprend bien, même si dans le freinage, là en vélo, vous récupérez pas d'énergie. Ah ouais. Mais votre voiture, c'est toujours plus intéressant de conserver l'énergie plutôt que d'essayer de recharger la batterie où on aura un peu de perte et réutiliser l'énergie pour accélérer après. Donc on anticipe, on laisse la voiture au maximum sur un programme de roue libre. Ça, c'est ce qui permettra de faire le plus de kilomètres. Et surtout, l'anticipation, c'est quoi ? C'est ne pas faire appel au freinage mécanique. Vraiment, la clé, c'est ça. Parce que sur une voiture électrique ou une voiture hybride, vous avez 2 types de freinage. Au lever de pied ou dès que je prends la pédale de frein, c'est le moteur électrique qui va freiner la voiture. Et si on réclame plus de freinage, vous avez à ce moment-là les disques, le freinage mécanique par friction qui va entrer en action. Donc il faut éviter d'utiliser ce freinage par friction. Ça veut dire que le freinage électrique n'ayant pas la puissance du freinage mécanique, si on arrive et qu'on freine fort au dernier moment, on a une partie de l'énergie qui sera perdue. Si on veut faire un freinage efficace, on anticipe et on ralentit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ralentir tout doucement. Ça peut quand même freiner
la voiture, et ça c'est la bonne solution. Ça c'est vraiment, il faut et on s'entraîne et petit à petit on apprend ça. Il y a des voitures qui vous indiquent d'ailleurs aujourd'hui quel pourcentage d'énergie cinétique vous avez transformé en énergie électrique. En clair, ils vous disent voilà, votre freinage il était efficace à 90%, 95%. Et là comme ça on apprend. En tout cas, grâce à vous, Stéphane, moi j'ai appris plein de choses. Comme j'ai pas encore de voiture électrique, si un jour je dois en avoir une, voilà, je saurai ça. Merci beaucoup, monsieur. Eh ben c'est moi. Merci pour tout et merci pour l'émission. De rien. Puis, bonne fin d'année à tous. You're welcome. Merci Stéphane, au revoir. Merci. Allez, faites comme Stéphane, 0826 300 300, vous nous envoyez un mail, sinon si vous préférez, je participe @sudradio.fr en mettant bien On parle auto et vos coordonnées complètes, dont votre numéro de téléphone. Et on vous rappellera pour une prochaine émission. N'hésitez pas, Aude vous accueille tout de suite si vous voulez vous inscrire pour un prochain rendez-vous. Contact, questions pratiques à Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. Dans quelques instants, l'essai de la semaine, puis 2 très beaux livres, et on parlera aussi du fameux rétrofit. 2023 sera-t-elle l'année du rétrofit? C'est à suivre sur Sud Radio dans On parle auto. Sud Radio, on parle auto. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on va prendre bien sûr le volant, mais qu'on va prendre aussi les cadeaux, puisqu'on offre avant 13h le sapin de Noël de Sud Radio est en route et qu'on aura le bonheur de vous offrir une très très belle montre. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Mais tout de suite, on va pouvoir découvrir l'essai de la semaine, y compris sur la page Facebook de Sud Radio, où notre ami Bastien, réalisateur, va nous mettre quelques images. Mais qu'est-ce à cause cette voiture, monsieur l'ami Jean-Luc? Motor T03. Alors c'est un constructeur chinois que vous ne connaissez sans doute pas. Il s'implante en France depuis la fin de cette année 2022. Un des premiers modèles, c'est une petite citadine au nom poétique de T03. Ça n'a rien à voir avec Terminator, hein, je vous rassure tout de suite. Bon, elle ressemble beaucoup à une Smart 44, qui est plus produite d'ailleurs. Mais elle ressemble également à sa cousine, qu'on connaît encore bien, la Renault Twingo électrique. Alors c'est une voiture compacte, 3,62 m de long, les roues sont aux 4 coins, elle est donc assez habitable pour son encombrement, avec un coffre qui fait 210 litres. Alors c'est pas monstrueux, mais c'est plus que la Twingo par exemple. C'est moins qu'une autre concurrente qu'elle va affronter, qui s'appelle la Dacia Spring. C'est la moyenne basse du segment, mais en revanche l'habitabilité arrière est très correcte. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que vous avez des lève-vitres séquentielles à l'arrière, et c'est assez rare même sur les voitures de luxe. Bon, voilà. Bon, pour contenir les prix, en revanche, les plastiques à l'intérieur sont rigides, mais la présentation est agréable, et puis surtout, l'instrumentation est moderne. Elle fait appel à 2 écrans. Vous avez un écran de 8 pouces qui est face au conducteur pour les compteurs, façon un peu Volkswagen ID.3, et puis vous avez un grand écran de 10,1 pouces avec une très bonne définition qui est au centre du tableau de bord pour les commandes multiples de la voiture. Le seul truc, c'est que il faut parler ou chinois, ou anglais, ou espagnol, parce que pour le moment, l'interface n'est disponible que dans ces 3 langues. Ce qui posera un petit problème. Alors, plus gênant, hein, c'est qu'il faut passer par les menus et les sous-menus pour régler, par exemple, la climatisation. Il y a une pompe à chaleur quand même sur la voiture, il faut le préciser, parce que sur les petites voitures pas chères, et vous verrez qu'elle est pas chère, c'est en général assez rare. On n'est pas embêté pour remplir le bon de commande, il y a une seule finition. On vous voit sur la vidéo. Voilà, une seule finition pour la voiture, mais elle est très bien équipée d'origine. Il y a même un toit panoramique vitré d'origine. Alors cette T03 prend l'avantage sur la concurrence au chapitre technique. D'abord, elle a un moteur qui fait 109 chevaux. C'est 2 fois plus, tout à l'heure je citais la Dacia Spring, c'est 2 fois plus qu'une Spring. Elle a une batterie qui fait 41,3 kWh utile, c'est 2 fois plus que la Twingo électrique dont je parlais tout à l'heure. Donc elle est logiquement plus polyvalente. Alors il y a un déverrouillage sans clé, je vous ai dit qu'elle était très bien équipée. Le démarrage se fait avec un bouton au tableau de bord, et puis le passage des vitesses avec un petit levier sur le côté du volant. On a l'impression d'être dans... Alors si on regarde juste le levier, d'être dans une Mercedes ou une BMW, puisque c'est bien ça. C'est pareil, ouais. Jusqu'à 33 km/h, c'est un peu pénible. Je vous explique pourquoi, parce que vous avez le son qui est émis par la voiture pour prévenir les piétons que c'est un véhicule électrique, et il est très présent dans l'habitacle. C'est un petit peu gênant. Au-delà de 33 km. Vous avez l'impression d'avoir un aspirateur qui est en marche dans la voiture, c'est un peu gênant. Bon, au-delà, c'est une voiture silencieuse qui est confortable parce qu'elle n'a pas des trop grandes roues. C'est des roues de 15 pouces avec des suspensions qui sont réglées souples. Bon, le fait que ce soit réglé souple, il y a quelques rebonds, c'est dû à un amortissement qui est perfectible
en détente, mais la tenue de route, rassurez-vous, même si c'est pas dans les standards des voitures de sport, elle est sécurisante. Il y a du roulis, il y a beaucoup de sous-virages. C'est en partie dû aux pneus coréens qui équipent la voiture, qui sont pas ce qu'on fait de mieux, mais honnêtement, c'est sécurisant. Ouais. Et puis surtout, le freinage est très efficace et on n'a pas... Le problème des voitures électriques ou des voitures hybrides, c'est qu'on a souvent une transition, ce que j'expliquais tout à l'heure, entre le freinage électrique et le freinage mécanique, qui peut être sensible à la pédale. Et là, pas du tout, ils ont pas mal bossé. Bon, c'est une voiture qui fait 1200 kg, mais 109 chevaux, 156 Nm de coupe, ça veut dire que ça accélère bien. 0 à 100 en 12 secondes. Dans la catégorie, il n'y a pas beaucoup de voitures qui accélèrent comme ça. En ville... On peut mettre, alors vous avez vous pouvez sélectionner plusieurs modes de conduite. Il y a normal, sport ou éco. Et éco, vous diminuez la puissance, mais vous augmentez aussi la récupération d'énergie au lever de pied. Donc vous avez plus de frein moteur et vous pouvez même conduire en ce que j'appelle le one pédale, donc avec juste la pédale d'accélérateur, puisque quand vous relevez le pied, ça va décélérer et on va aller même jusqu'à l'arrêt de la voiture. Contrairement notre Renault Twingo électrique ou encore plus à la Dacia Spring, avec cette T03, on peut vraiment affronter l'autoroute. D'abord parce que la vitesse maxi est de 130 km/h et parce que la batterie est un peu plus grosse, donc ça offrira une autonomie un peu plus conséquente. Bon, on fera pas Paris-Nice, quoi. Non, vous ne ferez pas Paris-Nice, vous avez 200 km d'autonomie sur l'autoroute. Même un petit peu moins que ça. Hein. L'autonomie en WLTP, c'est 280. Moi, j'ai consommé 13,9 kWh au 100 km sur route et 17,9 kWh au 100 km en faisant de l'autoroute à 130, de la route à 80, de la ville. C'est plutôt raisonnable. On peut recharger en plus assez rapidement. On a un chargeur interne 7 kW en courant alternatif et en courant continu, ça grimpe. Alors je l'ai mesuré, 47 kW sur une borne Ionity. Pour une petite voiture, c'est un record. Et tout ça pour 29 990 €. Si vous enlevez 6 000 € de bonus, donc vous êtes à moins de 20 000 €. C'est 29 000 25 990 € si vous enlevez 6 000, vous êtes moins de 20 000. Alors c'est un peu plus cher qu'une Dacia Spring qui a bien augmenté en tarif, mais c'est beaucoup plus polyvalent qu'une Spring. C'est moins cher qu'une Twingo parce que vous avez des performances supérieures. Et surtout, et là ça fait froid dans le dos, la version chinoise elle est vendue 14 000 €. Ça veut dire qu'ils ont de la marge. Ils pourront encore, non pas monter, mais peut-être baisser les tarifs. Ah bah voilà, et vous retrouvez... tout cet essai de l'ami Jean-Luc. Ouais, elle est plutôt sympa. Il y a Stéphane, notre co-animateur sur la page Facebook, qui dit oulala, ça va faire mal. On est sur la Fiat. Voilà, en plus il dit. Ça ressemble un peu à une Fiat 500 voilà, aussi. Petite Fiat 500 chinoise, ça va faire mal, dit-il. Il y a Catherine qui fait Jean-Luc a l'air très heureux de la conduire. Vous êtes nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, comme tous les samedis. Cela nous enchante. Restez avec nous. Merci beaucoup. Laissez-vous le retrouver intégralement sur la page YouTube de Sud Radio. À peu près 10 minutes de vidéo pour en savoir encore un petit peu plus. Allez, dans quelques instants, on rencontre Monsieur Bellu et ses super bouquins. On parlera du livre DS. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et voilà, on arrive à ce moment où bah oui, c'est vrai qu'à Noël on aime bien, on parle de très très beaux livres. Non mais celle-là elle est super. Bonjour, en plus regardez, elle a la suspension hydropneumatique. Ça va Serge? Bonjour Serge. Mettez-vous bien près du micro. Serge, la Bible, alors je le dis parce que moi je le connais depuis 35 ans. Voilà. Bon, on était tout petits tous les deux. Ouais, c'était vraiment. Pour moi, Serge a toujours été la référence. C'est la Bible de l'automobile. Voilà. C'est l'homme qui connaît sans doute le mieux l'automobile. Radio achat pour tous ceux et celles qui sont sur la page Facebook de Sud Radio. Très beau livre. La Citroën DS à l'avant-garde de l'innovation. Serge Bellu. Évidemment, ça reste une des voitures, mon ami Jean-Luc, qui touche le cœur des Français. Oui, 1954, c'était une révolution lors de sa présentation. Mais il y a eu plein de bouquins, Serge, sur la DS. Et là, vous avez pris le parti, non pas de raconter l'histoire de la DS que tout le monde connaît plus ou moins, mais de raconter des petites histoires autour de la DS. Oui, effectivement, c'est pas un livre qui raconte, qui décrit la voiture sur le plan technique, parce que, comme vous dites, ça a été fait de nombreuses fois et très bien fait. Ouais. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle était la DS dans cette France des années 50.
sur le plan artistique, sur le plan politique, parce qu'on retrouve la DS un petit peu dans tous les domaines. Oui. Alors il y a des anecdotes croustillantes dans le livre pour donner envie aux gens d'aller les pêcher. Et moi je fais hop là, voilà, présentation à la caméra pour la page Facebook. Tiens, voilà, on est sur la page Genèse. La Genèse, ça s'est passé comment? Comment on arrive d'ailleurs à décider de produire une voiture aussi futuriste que ça? Ça a été assez long, parce que en fait, dès que la traction sort en 1934, quelques mois plus tard, on commence à songer à son remplacement. C'est un peu ce qui se passe pour toutes les automobiles d'ailleurs. Sauf que là, ça a duré une éternité, puisque entre la traction de 1934 et la DS qui sort en 1955, il y a pas mal d'années et une petite guerre entre les deux. Donc effectivement, la jeunesse commence dès les années 30. Mais enfin, sérieusement, on commence à préciser les formes de la voiture seulement dans les années 50. D'accord. Cette ligne absolument extraordinaire. Alors je disais, oui, les anecdotes croustillantes, c'est quoi sur la DS ? Alors, je ne sais pas si c'est très croustillant. Il y en a une qui est connue, c'est l'attentat dont a été victime le général de Gaulle. Il n'a pas trouvé ça croustillant, lui. Alors, c'est clair. Quelle idée d'aller dans un baltrap aussi. Mais à l'époque, en plus, c'était quand même signe de richesse, quoi. Cette voiture, pour les premières personnes qui ont pu acquérir la DS, c'était quand même socialement un signe. Oui, absolument. C'était le haut de la gamme française à l'époque. Parce que en France, les constructeurs de voitures de luxe ont tous disparu après la Seconde Guerre mondiale. Toutes les grandes marques comme Delahaye, Delage, Bugatti, etc. Et les constructeurs généralistes qui restaient, donc Renault, Peugeot, Citroën, et Simca et Panhard, ne faisaient que des voitures de petite cylindrée, et la DS, oui, parce qu'on avait associé en plus après-guerre à Citroën, on avait la charge de faire les voitures populaires. Là, on a la 2 chevaux. Là, voilà. Donc la DS, on est quand même aux antipodes de la 2 chevaux. Ah oui, il y avait rien du tout entre les deux. Pendant de longues années, il y avait rien entre la 2 chevaux qui était ce qu'il y a de plus frugal dans la production française et la DS qui était extrêmement sophistiquée au contraire. Et qui a beaucoup, comme on dit pour les artistes, enfin, je vois tout inspiré les artistes. Il y a eu des grosses inspirations pour la vie artistique de l'époque, quoi. Oui, bien sûr. Les publicités sont magnifiques. Enfin, c'est grâce à la DS, à l'occasion de la DS que le service de publicité de Citroën s'est défoulé avec des personnalités qui ont apporté vraiment un renouveau, notamment sur le plan graphique. Est-ce qu'on peut dire que la DS, l'ami Jean-Luc, a été un tournant dans la vie du contact entre les Français et l'automobile ? Comme l'a été la 2 chevaux. Comme je disais tout à l'heure, c'était un électrochoc quand elle a été présentée. C'était vraiment un vaisseau spatial. Et même aujourd'hui, une DS qui passe dans la rue, on va se retourner. C'est un petit peu daté par certains détails, mais la voiture en elle-même, si elle était présentée demain sous une forme un peu améliorée, elle aurait sa place dans le marché automobile. Alors que si vous prenez, tiens, j'ai une 4 chevaux qui est là, une 4 chevaux, là pour le coup ça fait vieille bagnole, alors qu'une DS ça fait encore voiture moderne. Regardez Serge, une photo que vous avez mis dans le livre incroyable avec tout ce défilé des DS 19. C'était la voiture officielle du régime de la 5e République, c'était vraiment le... Là, on est devant l'hôtel de ville, là. C'est une photo. On est devant l'hôtel de ville, c'est... À l'époque où on pouvait rouler devant l'hôtel de ville. On a un autre livre. On va abuser de la présence de Serge. Alors évidemment, la DS, on pourrait faire une émission complète. La DS, déjà, on la trouve, c'est Glénat. Et quel prix moi, le prix, je le connais pas. Vous le connaissez, vous, le prix, chez Glénat ? Pas du tout, non. Voilà, donc c'est un cadeau. Puis on parle de cadeaux de Noël. On ne compte pas. On parle de cadeaux de Noël. Donc, et puis, ce livre sublime, Ferrari Maserati, le duel. Alors, pourquoi on passe de DS à Ferrari Maserati ? Est-ce que c'est paru aussi, là ? Oui, ça, c'est le hasard des programmations chez les éditeurs. Les 2 livres n'ont pas été faits en même temps. Alors, 2 fameuses légendes. Alors, pourquoi le duel ? Parce qu'on a souvent parlé alors c'est pareil que la DS, la Ferrari, c'est l'objet de centaines de bouquins dans toutes les langues. Maserati, un peu moins, mais beaucoup aussi. En revanche, on a rarement confronté les deux marques, et c'est ce qui m'amusait de faire, c'est de voir comment les 2 marques ont évolué en parallèle. Voilà.
C'est une étude de cas en fait. Vous avez fait une étude de cas entre Ferrari et Maserati. Non mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, alors il n'y a plus de Maserati en compétition depuis longtemps, mais il y a eu une période où effectivement sur les circuits, Ferrari et Maserati étaient en concurrence, et puis même après, sur certains modèles, on avait aussi une concurrence, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, en compétition, au début des années 50 jusqu'à... toutes les années 50, les deux marques ont été vraiment au premier rang de la Formule 1. Elles se sont aussi beaucoup impliquées en endurance, Ferrari plus que Maserati. Et on retrouve les deux marques concurrentes sur le marché de la voiture de luxe. Ça, alors là, pendant très longtemps. Jusqu'aux années 80. Parce que Ferrari s'est toujours bien porté financièrement, mais pas Maserati, qui a plongé complètement dans les années 80, qui est passé entre diverses mains et qui a abandonné le marché du très haut de gamme à ce moment-là. Bon, en tout cas, voilà, ce qui est très étonnant d'ailleurs de voir, on le lira je pense dans le livre, c'est que les Ferrari de l'époque les plus prestigieuses valent beaucoup plus aujourd'hui que les Maserati, alors qu'à l'époque elles étaient réellement concurrentes directes. En tout cas, il y a de l'information, il y a des recherches de photos qui sont sublimes. Voilà, ça fait partie des très très belles idées cadeaux qu'on voulait proposer. Laurence, vous tournez les pages au hasard, vous mettez votre doigt et puis je veux bien ça comme cadeau de Noël. Mais en majorette, hein. En gamme majorette. J'en ai même pas là. La Maserati 1956. Ouais. Alors j'ai un moteur. Hein. Je vous offre un moteur. Vous êtes sûr? Moi je veux bien même. Ouais, c'est décoratif. Hein. Un moteur pour faire une table basse. Ouais. Allez, aux éditions Glénat, c'est 2 livres que l'on voulait vous proposer de découvrir et d'offrir. Merci beaucoup, Serge Bellu. Vous aurez le plaisir de revenir dans l'émission parce que vous savez à quel point on vous adore. Merci d'être venu. Idées cadeaux magnifiques. Et puis tiens, puisqu'on parle d'idées cadeaux, et si on offrait un moteur électrique à sa voiture, même si celle-ci a déjà 10, 15 ou 20 ans, on en parle en détail dans quelques instants avec le Rétrofit. Joyeuse fête de fin d'année, Monsieur Bellu. À vous aussi, merci. Et merci d'être ce passionné et amoureux de la voiture. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on parle auto, vous le savez, vous nous retrouvez sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes très très nombreux ce matin, mais quel bonheur de partager avec vous. Voilà, vous êtes plusieurs à être arrivés. Il y a Catherine qui dit entre Corvette, Ferrari ou autre Bentley, c'est un vrai bonheur. Vous voyez, les femmes sont passionnées de voitures aussi. Monsieur Bellu, on parlait de voitures il y a 2 minutes. Il me manque une Bentley dans ma collection. Ah bah voilà, Corvette, Ferrari, c'est fait, mais tu veux pas une Bentley rétrofitée? Moi, je voudrais une Bentley S1, voilà. Et pas S1. S1. Voilà, pas essence. Pardon. Non. Allez, on parle... Continental et ça. Voilà. Je te taquine. Donc, continuez à réagir sur la page Facebook. On accueille notre invité. Il s'agit de Monsieur Pigounides, parce que nous allons évoquer la voiture et l'environnement. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour, Bonjour ça va Arnaud. très très bien. Président de l'association RAIRE et fondateur de Rêve Mobilities. Alors qu'est-ce que c'est que Rêve Mobilities? Alors Rêve Mobilities, c'est un groupe de rétrofit, donc qui. Alors rétrofit là pour ma maman, on explique. Rétrofit, c'est la possibilité d'enlever un moteur thermique, essence ou diesel de n'importe quel véhicule et de le transformer en électrique avec des batteries ou de l'hydrogène, ce qui est très à la mode aujourd'hui, et donc d'avoir un véhicule qui ne pouvait plus rouler dans les centres-villes et qui n'avait peut-être plus d'avenir, et lui donner une deuxième vie en électrique pendant 10, 15, 20 ans. Et donc on a 4 activités, les voitures anciennes, donc un gros carton et très très féminin. On a beaucoup de femmes qui s'intéressent au rétrofit parce que c'est un peu le plaisir sans les problèmes. Transformer quel type de voiture? Alors du combi Volkswagen, de la Fiat 500, pas encore de DS, la 504, Spitfire, et des véhicules un peu plus sympas. Enfin sympas, ils sont tous sympas, mais j'ai mauvaise langue. Il faut que je sois mauvaise langue un peu de temps en temps. Spitfire finalement c'est bien parce que comme c'est toujours en panne, une Spitfire, là on règle le problème. Mais attention Arnaud, je voudrais pas qu'on comprenne qu'avec le rétrofit, on ne fait que de l'ancienne voiture. Eh ben non. Hein, c'est important. Justement. On peut faire de la voiture récente. Moi, j'ai une C4 diesel qui a 10 ans. On peut la rétrofiter parce qu'elle est en critère où elle pourra plus rouler dans Paris. Exactement. Et très bientôt, on va pouvoir. Alors aujourd'hui, les rétrofits, c'était donc les anciennes, les utilitaires, de grosses demandes parce que tous les artisans, tous les gestionnaires de flotte, ont des véhicules qui sont en plus aménagés. Donc les racheter du neuf et refaire un aménagement, c'est un peu une triple peine, surtout quand on pourra pas circuler. Et aussi à cause de la hausse de l'essence. Il y a les bus, les camions, très gros marché.
donc de plus en plus d'agglomérations pensent à la conversion en plus du neuf. Et aujourd'hui, en fait, je peux vous annoncer, on est en train de lancer les citadines, les petites citadines, donc la Clio 4, la C3, la 207, puisqu'on vient d'avoir du gouvernement en fait une enveloppe financière pour nous aider à aller plus vite sur l'industrialisation et plus vite sur les petites citadines. Alors il y a quand même un mot qui ralentit le rétrofit depuis un petit moment, c'est l'homologation. Vous en êtes où dans les homologations ? Alors nous, les homologations, elles se font d'abord avec tous les éléments hors véhicule, parce que nous sommes des constructeurs de véhicules neufs dans des véhicules anciens. Donc rappelons les batteries... ce que vous entendez par homologation. C'est-à-dire que si on passe une voiture en rétrofit, il faut qu'elle soit homologuée pour avoir sa carte grise, sinon on peut pas rouler. Vous pouvez pas rouler. Nous sommes des constructeurs en fait qui changeons les moteurs, qui mettons une nouvelle chaîne de traction électrique neuve avec des batteries neuves. Et donc on a une homologation série, c'est-à-dire que pour faire la Clio, il faut avoir une homologation de la Clio et des éléments dans la Clio. Tout ça prend un peu de temps puisqu'il faut d'abord les pièces, donc s'assurer que tout fonctionne et tout soit disponible pendant des années pour qu'il y ait vraiment une continuité dans notre travail pour le faire. Et puis après, il faut s'assurer de la sécurité. Et ça, c'est des mois de tests des véhicules avant d'avoir le sésame de l'homologation. Et donc nous, aujourd'hui, notre première homologation arrive en juin 2023 sur des utilitaires, puis après sur des anciennes, puis en fait on a tout un pan de cadence qui veut pour 50 véhicules en 4 ans. Ça veut dire que si je veux changer ma voiture aujourd'hui, c'est trop tôt ? Alors aujourd'hui, on est tous au départ de la filière, la réglementation a à peine 2 ans, donc c'est tout le travail vraiment de sécurité derrière tout ça qu'on a mis en place, et enfin on en récolte les fruits, parce que beaucoup de demandes, beaucoup d'attrait, mais maintenant il faut produire les véhicules qui sont les plus demandés. On va prendre un exemple très concret. La Clio, j'ai une vieille Clio diesel, je veux la rétrofiter, ça va me coûter combien ? Oui. Alors aujourd'hui, la Clio, donc elle n'est pas encore dans notre catalogue, elle va être dans le catalogue d'ici quelques semaines et quelques mois, donc on pourra pré-réserver. La Clio 4, voilà. La Clio 4, ça commencera à 15 000 € avant prime, jusqu'à 20 000 € en fonction de la batterie. C'est-à-dire 15 000 € de modification. De modification. J'arrive avec ma voiture que j'ai achetée. Exactement. Peu importe où. Il faut qu'elle soit roulante quand même. Alors il faut qu'elle soit roulante, oui, parce que sinon vous avez des frais supplémentaires à faire. Après, tu auras des contrôles techniques, il ne va pas passer quoi qu'il en soit. Tiens, d'ailleurs, une fois qu'on a rétrofité. Oui. Donc j'allais continuer sur le prix, parce que quand on parle de 15 000 € pour avoir une autonomie de 130 km ou de 140 km, ce qui est largement suffisant pour le quotidien des gens, c'est pas plus de 45 km par jour, même 90, c'est assez rare, on passe plus de temps dans les embouteillages qu'en roulant. Et vous avez des primes supplémentaires donc qui permettent de faire baisser le coût à 9 000, 10 000 €, ce qui vous permet, au fur et à mesure de vous rouler, de faire des économies. Parce que l'avantage de l'électrique, c'est qu'il n'y a pas de maintenance, le moteur tombe jamais en panne, et le coût du kilomètre électrique, même si l'électricité augmente, le diesel et l'essence augmentent aussi. 4% pour les particuliers, donc c'est pas énorme. Exactement, et par rapport au super. Moi, je trouve bien aussi, c'est dans ce moment de l'environnement et de l'écologie, où ces voitures, elles sont pas parties en Afrique polluer autre part, elles vont pas dans des casses, etc. Voilà, on se sert de ce qui est bon sur la voiture, on change le moteur et on est sur comme on appelle ça, l'économie circulaire. Moi, je trouve ça vraiment bien. Oui, puis moi, je vois même que les utilitaires seront certainement le vecteur qu'il faudra pousser le plus. Parce surtout pour les ZFE. C'est 99% d'utilitaires diesel. Et comme vous le disiez, un utilitaire qui est équipé, ça coûte tellement cher à équiper qu'il vaut mieux le rétrofiter pour qu'il puisse continuer à rouler. Je vais vous donner un chiffre. Les utilitaires, c'est 6 millions d'utilitaires en France. Il y en a 4,8 millions qui ne pourront plus circuler dans les ZFE. 4,8 millions, on ne parle pas d'un tout petit nombre. Et ça a commencé. Moi, je reviens de Nice, où le centre-ville de Nice est interdit aux autobus, aux camions, etc., critères 5 et plus. Voilà, là, concrètement, on rétrofite le camion, peut-être même les autobus, parce qu'il y a des villes qui vous passent des commandes sur des flottes d'autobus. Exactement. Il y a l'agglomération de Rouen, Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Nice, qui ont fait des appels d'offres pour rétrofiter en électrique leurs bus. C'est hyper intéressant. C'est dans tous les cas 2 fois moins cher que du neuf. D'accord. Pour ceux qui veulent mieux se rendre compte, il y a un showroom qui vient d'ouvrir à Paris. Oui. Alors oui, je suis même votre voisin, puisque de l'autre côté du pont, on a ouvert un showroom à Paris, qui donc à Beaugrenelle, qui est en fait la première fois où on peut venir essayer des véhicules, on peut rencontrer les équipes. Donc je suis extrêmement fier. C'est un vieux garage sable qu'on a réinventé en mixant passé et futur. Donc je vous invite à aller sur le site internet de Rev Mobilities pour voir les photos et tout simplement à venir nous voir, parce que vous pourrez enfin essayer les véhicules, ce qu'on ne pouvait
pouvait pas faire avant. Et d'avoir un showroom, ça nous permet vraiment de montrer l'étendue de notre travail. Merci beaucoup, Merci Monsieur Arnaud. Pigounides, Rêve Mobility, R-E-V, plus loin Mobility, I-E-S à la fin. Merci d'être venu. On aura l'occasion de vous réinviter parce qu'il se passe plein de choses autour du rétrofit. Allez, maintenant, moi je vais pas rétrofiter, mais je vais offrir. Profiter. Non, ça n'existe pas. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Ça vous fait penser à quoi, ça? Regardez, il y a le Père Noël avec son traîneau rétrofité qui passe dans le ciel. Il y a les petits lutins. Oh, mon ami Jean-Luc en petit lutin, que ça vous va bien. Vous êtes beau en petit lutin. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Vous l'avez proposé, vous avez annoncé. Toute l'équipe de Sud Radio vous offre des cadeaux sur cette période avant Noël. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors tout simplement, vous allez peut-être gagner des séjours au Bellambra Club. Waouh! Votre séance photo famille avec lashooting.box.com qui est notre partenaire. Votre casque Bluetooth, peut-être que vous allez gagner ça aussi, offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes, ou plein d'autres cadeaux que l'on a mis sous le sapin. Alors pour gagner, je vous propose tout simplement d'appeler le 0826 300 300, c'est Aude qui vous accueille. Et si vous êtes aujourd'hui, il est midi, le 12e appel, boum, midi 12h. Bon, j'appelle. 12e appel, vous allez gagner 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. Je compte sur vous, vous appelez maintenant. Allô, 0826 300 300. Allez, à suivre le rappel de l'info, puis on rencontrera le gagnant. On ne sait pas ce que c'est le cadeau, ça va être vous c'est vous qui allez prendre un paquet cadeau au hasard et on verra ce qu'il y a dedans un peu plus tard. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans la deuxième partie de notre rendez-vous, mon ami Jean-Luc. Alors comment ça? Il faudrait peut-être penser à investir dans les Youngtimers. On va en parler dans Classic Cars. Ouais, alors moi il y a quelque chose qui me dérange avec les Youngtimers, c'est que c'est des voitures que j'ai déjà essayé dans ma carrière de journaliste. Alors je prends un coup de vieux à chaque fois qu'on parle de ces voitures-là. La 205. Oh là là, ouais, voilà. Non, la 205 c'est plus vieux que ça. La 205 c'était avant. Oui, mais elle n'est pas considérée en Youngtimer. J'ai la Bible Youngtimer, là, voilà, la cote Youngtimer. Mais si je prends par exemple, je vais une page au hasard, Toyota Celica, Volvo 480, Volvo C70, tout ça c'est des trucs que j'ai essayé en tant que journaliste. Et ça vaut combien ça? On fera un petit point, pendant notre rendez-vous on en parlera, Classic Car. Nous allons aussi parler de l'association Les Enfants de l'Auto et on va recevoir, il sera avec nous par téléphone ou par Zoom, un grand monsieur du monde de l'automobile que tout le monde la France Dominique connaît. Chapat, qui est là aussi depuis, depuis 1987. Ah oui, au moins. Et puis évidemment, on va penser à notre pneu, ça c'est important, on va poser des questions sur les pneus en plein hiver. Et puis tout de suite... Va-t-on manquer de pneus hiver? En fait, il y a une question qui a été posée par un député à l'Assemblée nationale et il y a un petit buzz qui a été repris derrière. On va peut-être manquer de pneus hiver. Enfin, on va peut-être manquer. Dominique Stemfeld va remettre l'église au milieu du village. Ah ouais, c'est comme tout ce qu'on nous dit qu'on va tout manquer aujourd'hui. On va manquer de tout. Voilà, histoire de bien être anxiogène avec tout le monde, sauf sur Sud Radio. Nous, on vous apporte les vraies réponses et vous avez raison de nous suivre. Nous suivre sur la page Facebook de Sud Radio. Où vous êtes très nombreux, vraiment, c'est très très agréable d'être avec vous, avec Stéphane, avec Catherine, avec également tous ceux qui sont arrivés. On a eu un bonjour d'Espagne. Ah oui, attendez, je retrouve le petit mail de ce bonjour d'Espagne. Il y a également Marza qui nous a dit bonjour, il y a plein de gens comme ça. Moi, je vous dis une chose, vous pouvez continuer à nous suivre sur la page Facebook, nous appeler au 0826 300 300 d'ailleurs pour tenter de gagner. C'est beau cette musique. Oui. Moi je vois les lumières qui brillent dans le ciel. Le petit Jean-Luc M de Paris qui gagne une Bentley Continental S1.
Il a bien grandi, le petit Jean-Luc M de Paris. C'est lui qui va nous parler des Youngtimers tout à l'heure. C'est le grand jeu, vous le savez, dans toutes les émissions sur Sud Radio. C'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. Et vous avez été nombreux à nous appeler. Aude est encore en train de continuer d'ailleurs de vous répondre. Je crois que nous accueillons tout de suite Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ouais, bonjour Laurent. Vraiment, vous avez emmené le soleil. Vous êtes à Bordeaux ? Oui, à côté, une quinzaine de kilomètres de Bordeaux, là, sur Carignan. Et puis, le soleil, on l'a pas trop, mais en vous écoutant, c'est cool, tranquille. Et Jean-Luc, merci d'avoir, de continuer les émissions automobiles sur Sud Radio, c'est super. Ouais. Et merci à Sud Radio de nous avoir donné. C'est ce que j'allais dire, on va remercier Sud Radio. Le dimanche matin, il était sur ailleurs, n'est-ce pas? Et on écoutait tout. Et franchement, Sud Radio, super. Franchement, et Laurence, vous êtes fantastique aussi. Voilà. Merci. Je vais pas vous mettre de la pommade. On sent qu'il a gagné un truc, Laurent. Pas du tout. Non, franchement, sincèrement, parce que les voitures, tout le monde s'en fout, mais non, c'est clair. Non. Alors, Laurent, je vais vous arrêter. Non, on a des dirigeants qui pensent que les Français se foutent des voitures. C'est exactement le contraire. Pas à Sud Radio. Pas à Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio qui aime l'auto, déjà. Voilà, mais globalement, les Français, ils aiment l'automobile. Et vous savez, on a fait une étude avec Roule, qui est un partenaire de l'émission. On est à plus de 90% à continuer à avoir besoin de notre voiture, à s'en servir. Et les Français aiment la bagnole. Et nous, on vous aime. Merci à vous d'être là. C'est Pompidou qui disait les Français aiment la bagnole et ça durera toujours. Ouais, et t'as entendu ce qu'il vient de dire, Laurent ? Et nous, on vous aime en parlant de... Merci Laurent. On va vous faire un petit cadeau. Alors Laurent, écoutez bien parce que vous allez devoir choisir votre cadeau. C'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors Laurent, je voudrais que, puisque vous étiez le 12e appel, parce que c'est ce que j'ai dit, en fait, derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'on va gagner ? J'ouvre le cadeau pour vous. Allez. J'enlève le papier cadeau. Attention. Waouh ! C'est sublime, Laurent. Vous venez de gagner une tablette tactile offerte par Sud Radio, bien évidemment, mais également par la Confédération des buralistes qui offre un confort largement supérieur à votre téléphone intelligent. C'est un véritable outil de travail, ces tablettes. D'ailleurs, il m'en faut une, moi. Ou de loisirs, vous pourrez l'emporter partout. Moi, félicitations, Laurent. Joyeux Noël de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Sud Radio. Et puis voilà, continuez d'égayer nos matinées, que ce soit l'automobile, le rugby ou le reste. Vous êtes super. Voilà. C'est cool. Merci Laurent et joyeuse fête. Exactement. Bonne fête à tout le monde et roulez propre, mais roulez quand même. Et, le foot aussi, parce qu'on sera là aujourd'hui. Oui. C'est vrai. Il y a du foot qui joue contre les... Comment ils s'appellent non, nos amis les Anglais. Nos meilleurs ennemis, les Anglais. Oui, mais on les adore. C'est plutôt nos meilleurs ennemis. Voilà. Non, moi j'adore les Anglais. Bon, Laurent, on vous embrasse fort. Passez un super week-end. Merci, et puis, merci à vous aussi. Le sapin de Noël de Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Donc, restez à l'écoute de toutes nos émissions pour tenter vous aussi de gagner l'un des grands cadeaux. Il y a des cadeaux absolument sublimes, des séjours complets. Enfin, ça va être un vrai bonheur. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Parlons pneus, parlons bien, et on va évidemment accueillir notre ami Dominique Stemfel. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Voilà, président du syndicat des professionnels du pneu, pour mettre à mal cette... Comment c'est venu d'ailleurs ? Question qui a été posée à l'Assemblée nationale. Va-t-on manquer de pneus hiver ? C'est quoi ce délire ? Alors, je ne sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, la rumeur est persistante. Moi, j'ai été interrogé à plusieurs reprises par la presse, par les journalistes. Et puis, la rumeur est tellement persistante qu'un député s'en est emparé et doit poser la question au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Alors, mais c'est quoi la réalité ? Est-ce qu'il y a des difficultés de production sur les pneus hiver ? Alors, il y a un vocable moderne pour qualifier ce genre de rumeur. C'est une fake news. Ah, ouais, on est rassuré. Voilà. Oui, c'est une fake news. Mais la guerre en Ukraine n'a pas eu d'impact parce qu'il y avait quand même des usines de production en Russie.
Alors, la guerre en Ukraine a eu 2 impacts. La première, c'est que pour fabriquer des pneus, on a besoin de noir de carbone. C'est la raison pour laquelle les pneus sont noirs. Pour des raisons économiques, tout simplement, le noir de carbone venait essentiellement de Russie. Mais il y a des alternatives possibles que les manufacturiers ont activées très vite. Et cet incident de production a été très rapidement résolu. Donc, il n'y a pas de problème. Et il y a un seul manufacturier qui est significatif sur les pneus hiver, qui s'appelle Nokian, qui a eu des difficultés parce qu'ils ont eu le courage de fermer leur usine russe, qui les a privés de quantités relativement importantes d'approvisionnement. Mais Nokian, sans que ce soit péjoratif, c'est un petit manufacturier qui pèse peu sur la production mondiale et ça n'a pas d'impact sur la production globale et l'approvisionnement pneumatique. Ouais, donc il n'y a pas de difficulté de livraison en fait. Il n'y a pas de difficulté de livraison et même à l'inverse, il y aurait plutôt des difficultés de vente pour plein de raisons. Et à commencer par la météo, qui est pas... Non, mais là vous êtes aidé par la météo, puisque maintenant, ça y est, il fait froid. Donc j'imagine que la petite poupée de chiffon dans laquelle vous aviez planté des aiguilles, ça a marché, ça y est. La chaleur a disparu et maintenant le froid est arrivé. Ah oui, puis bien. Donc on est d'accord qu'il y a des stocks chez les professionnels pour monter du pneu hiver. Ah, il y a largement des stocks. En plus... compte tenu des incertitudes qui pesaient sur le marché de l'arrivée de la loi montagne, les acteurs du pneumatique, c'est-à-dire aussi bien les fabricants que les distributeurs et que les détaillants, ils s'étaient largement stockés et je crois même qu'ils avaient pris des précautions en se surstockant. Donc aujourd'hui, du pneu, il y en a partout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah bon, bah ça va. D'accord, donc on est tranquille. On a tordu le cou en fait à cette fausse rumeur, quoi. Enfin, à cette fake news. J'aime bien Oui, absolument. Et puis on peut rajouter qu'il faut prendre des précautions pour s'équiper. Vous disiez tout à l'heure que le froid arrivait. La 75 donc en Lozère a été bloquée la semaine dernière, tout simplement parce qu'il y avait des véhicules non équipés qui étaient immobilisés. Et puis on peut aussi rappeler l'accident dramatique sur la 72 avec un accident en chaîne qui doit conforter les automobilistes dans l'idée qu'ils doivent s'équiper pour leur sécurité. Donc ils peuvent le faire. Bon parfait. Merci Dominique. Merci beaucoup à vous. Merci. Un petit mot, Dominique, rapidement sur la marque de pneus et le pneu qui a reçu le Awards lors des Awards de l'automobile. Alors en fait, il y a eu 4 manufacturiers qui ont été distingués. Pour des raisons différentes d'ailleurs, donc il prouve que chaque manufacturier a un savoir-faire précis sur un certain nombre d'items au sujet du pneumatique. Alors Goodyear a été primé pour le pneu lunaire, donc ils ont développé pour la NASA un pneumatique destiné... Oui, c'est un micro-marché pour le moment, on est d'accord. C'est un micro-marché, effectivement, mais enfin, ça permet de montrer que les manufacturiers en pneumatique, ils voient très loin pour préparer des produits pour le futur. Michelin a été primé pour un pneumatique sportif, donc le sport... le pilote sport, c'est ça, 5 Oui, 5. Et puis également pour le Cross Climate, donc qui est en fait le pneumatique dont la première génération a déclenché l'arrivée des 4 saisons sur le marché français. Hankook a été primé pour Lion, donc qui est un pneumatique spécifiquement destiné aux véhicules électriques. Et Pirelli a été également primé pour un pneumatique toute saison destiné aux SUV. Voilà. Donc très complet. Voilà. Comme ça, on économise tout à l'heure avec Lionel Robert, l'organisateur, la partie pneumatique. Voilà. Merci Dominique. Merci Dominique. C'était un peu voulu, comme ça on va parler que de la partie voiture. Dominique, on vous embrasse très très fort. Oui, puis à bientôt et bonne fête de fin d'année. Voilà, je sais que vous êtes dans le Var. Bonne fête de fin d'année à vous tous et n'hésitez pas à vous équiper pour rouler en toute sécurité. Dominique, vous êtes dans le Var? Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Est-ce qu'il pleut un petit peu enfin là? Et alors il a plu, quand il pleut ici, ça rigole pas, ça pleut vraiment. Mais aujourd'hui, sans vouloir vous énerver, on a un magnifique ciel bleu et une température assez clémente pour l'hiver. Ça c'est de la fake news, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Puis nous on n'a même pas besoin de ça parce que nous on a le soleil de tous nos auditeurs qui écoutent Sud Radio. Au revoir Dominique Stamfeld, et bon week-end. Allez, hop là. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et vous êtes avec nous aussi, vous le savez, sur la page Facebook de Sud Radio. Beaucoup de gens sont avec nous, c'est cool. Beaucoup félicitent d'ailleurs Laurent qui a été le gagnant du sapin de Noël Sud Radio. Je vous rappelle qu'il y aura des sapins de Noël dans toutes les émissions de l'antenne de Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Donc restez bien à l'écoute, il y a des cadeaux formidables. Alors tiens, un cadeau formidable, moi je veux bien que tu m'offres une Youngtimer. Une Youngtimer, faut-il investir dans les Youngtimers? C'est une bonne question. Très bien. C'est une question que posait d'ailleurs Clément, un auditeur qui est avec nous. Oui, tout à fait. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Ouais, très bien. Vous êtes en voiture Clément? J'ai l'impression que j'entends... Tout à fait. Je suis en train de travailler. Mais il a un kit main libre. Je suis en main libre, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Vous êtes dans quel coin? Je suis dans l'Oise, à côté de Compiègne. Bon, ça va. Et pourquoi vous êtes intéressé par les Youngtimers, vous? Eh ben, en fait, parce qu'avec l'arrivée des véhicules électriques, c'est vrai que c'est des véhicules qui commencent à devenir rares, les véhicules thermiques, et on se dit que y a beaucoup de gens qui voudraient en collectionner et qui sont gardés un sous le coude parce que ça va disparaître. Et voilà, c'est des véhicules auxquels on est attaché. Donc, je me dis que ça peut être sympa à collectionner ou à garder un véhicule thermique pour la nostalgie, on va dire. Ouais. Alors vous me foutez un coup de vieux là, je vous déteste Clément parce que la plupart des Youngtimers, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, Youngtimers c'est les voitures qui ont entre 20 et 30 ans, donc elles sont sorties du marché des voitures d'occasion et elles ne sont pas encore dans le marché des véhicules de collection. Or ces voitures, vu que ça fait 35 ans que je fais ce métier, si elles ont entre 20 et 30 ans, forcément j'ai roulé avec, donc ça me fout le moral à zéro, donc je me suis dit je vais pas répondre à la question de Clément, voilà, et c'est pour ça que j'ai demandé à François-Xavier Basse, qui est le rédacteur en chef du magazine Youngtimer, de répondre à ces questions. Alors j'ai justement, tiens, la cote officielle. Ça c'est la cote officielle. C'est la Bible, ça. Voilà. Et il est avec nous, François-Xavier? Absolument. Bonjour François-Xavier. Bon, ça a été créé en quelle année Youngtimer? Parce qu'à l'époque, tout le monde se disait tiens, c'est quoi ce truc? Et aujourd'hui, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, ça. Absolument. Ça a été créé en 2010. Donc, alors, en réalité, le terme existait déjà auparavant parce que nos voisins néerlandais et allemands l'utilisaient déjà depuis peu. Et nous, comme on est de cette génération-là, qu'on a grandi avec ces autos-là, on s'est dit qu'on allait créer ce magazine. Vous avez le même âge que l'ami Jean-Luc? Un petit peu, il est un petit peu plus jeune, François. Petit peu plus jeune, mais on a grandi, voilà, on est un peu dans cette génération-là et on s'est dit qu'on allait créer un magazine qui parlait de ces voitures. Ça n'existait pas. C'était un peu dans l'air du temps déjà à l'époque, mais voilà, on s'est lancé en 2010 et depuis on a tout de suite trouvé notre public. Et puis et ça fait maintenant 13 ans qu'on est sur le marché. Ben voilà, mais en 13 ans le public, alors il y a 13 ans, il y a des Youngtimers qui aujourd'hui sont plus des Youngtimers. Je vais prendre la 205 GTI, c'est plus une Youngtimer. Maintenant elle a plus de 30 ans. Absolument, c'est une voiture qui est sortie en 84, les dernières sont de 94. Donc oui, pour ainsi dire, nous à l'époque quand on s'est lancé, effectivement, c'était l'emblème, quoi. C'était la voiture qu'on a utilisée pour le numéro 1 du magazine. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été vendue quand même 419 260 €. Ah oui, ça devait être une Turbo 16, je pense. Oui, c'était la Turbo 16. Ah oui, c'est une Turbo 16. Ouais, c'est un peu particulier, la Turbo 16. J'ai plus le record en tête, mais les dernières ventes, c'était autour de 50 000. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, 50 000 €. Alors, est-ce que, comme les voitures de collection qui sont au-delà de 30 ans, ça peut être des bons investissements, les Youngtimers? En fait, effectivement, on peut se poser la question, mais justement, il faut de fait c'est s'écarter de ces voitures auxquelles tout le monde pense que sont les 205 GTI, puisqu'on vient de dire que ça n'en faisait plus partie, des BMW série 3 E30, etc. Pour elles, j'allais dire, le destin est scellé, les cotes ont déjà grimpé, c'est même stabilisé. Donc aujourd'hui, il faut aller s'intéresser à la génération d'après, qui commence déjà à frémir, et pourquoi pas s'intéresser à une 206 S16, qui est la descendante de la 205 GTI, qui vaut le tiers de son prix. Aujourd'hui, une 206 S16, c'est très belle, ça vaut 6 000 €, alors qu'une belle 205 GTI 1.9, on est plutôt autour de 20-22. Vous voyez, pour une voiture qui est même plutôt plus efficace, la 206, que la 205. Il faut aller s'intéresser aux BMW série 3 E36, donc celles qui ont succédé à la fameuse E30 des années 80. Alors voilà, il faut aller piocher dans la génération d'après. Dans les françaises, alors, les Clio en font partie, les premières? Alors les premières Clio, si vous prenez les versions sportives, oui. Les Baccarat aussi.
Et puis dans la deuxième génération de Clio qui est sortie en 98, il faut aller chercher des Clio RS aujourd'hui. François-Xavier, vous savez quoi? Mon premier essai à turbo en 87, c'était la Renault Clio Baccarat. C'était la première fois que la finition Baccarat. Et puisque vous parlez de turbo, on rappelle qu'on aura Dominique Chapat avant la fin de l'émission. Oui, on aura Dominique avec nous sur Sud Radio dans On Parle Auto. En Zoom. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, je fais ma petite liste, comme vous êtes en train de nous dire qu'il y a des bonnes affaires à faire. Je suis en train de noter. Alors dans les françaises, tiens, on reste un peu dans les françaises. Moi, je dirais, aujourd'hui, j'achèterais une Peugeot 406 coupée. V6 plutôt ou 4 cylindres? Alors, effectivement, les versions les plus cotées, ça va être, ce sont les V6, ça va être la 7 Antani qui est sortie pour les 70 ans de Pininfarina. Si elle a sa bagagerie qui était livrée d'origine à l'époque, c'est encore mieux. Donc là, on est au-delà des 15 000 euros si on réunit si on coche toutes les cases. Après, si vous prenez une 4 cylindres, aujourd'hui, on peut encore en trouver à 4 500, 5 000 euros. Et là, de fait, vous êtes certain qu'il y aura, dans les années à venir, ça va être une voiture. Enfin, l'avantage, si vous voulez, c'est que ça décode pas. Voilà, je peux pas vous dire que ça va... Aujourd'hui, si j'investis, j'achète une 406 coupée en état correct, je suis sûr de ne pas perdre d'argent quand je la revendrai. C'est ça. Par contre, il va falloir l'entretenir. Oui, évidemment, il faut l'entretenir. Ah oui. Parce que sinon, c'est un autre sujet, effectivement, et sur ce modèle-là tout particulièrement, il y a des éléments comme les boucliers avant, etc., qui sont introuvables, soit très chers. Et voilà, donc là, il y a un autre sujet. Clément émettait l'idée de collectionner une Twingo première génération. C'est une bonne idée ou pas? Auditeur avec nous. Oui, alors il y a déjà effectivement des gens qui les collectionnent, parce que déjà elle va fêter ses 30 ans. Enfin, elle a été présentée au Mondial de l'Automobile en octobre 92, donc elle a officiellement fêté ses 30 ans il y a peu de temps, et elle a été lancée en France en mars 93. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura toute une communication de la part de Renault classique autour de ce modèle, qui a quand même resté en production pendant 14 ans pour la première génération, je parle, puisqu'ils l'ont arrêté en 2007. Donc voilà, oui, clairement, les premières générations avec les couleurs acidulées, c'est des voitures, et en plus ça se trouve à 2000, 3000, 4000 euros pour une très belle aujourd'hui. D'accord. Alors il y a un truc que vous avez mis là, on reste dans la Twingo. Attends, il y a Clément qui veut parler. Oui, Clément. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez d'un rétrofit sur ce genre de véhicule-là? Alors, il y a des sociétés, vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes allé au Mondial de l'Auto, il y a une société qui fait du rétrofit, mais qui va louer les voitures. Mais qui fait exclusivement du rétrofit sur la Twingo première génération, et qui louera la voiture avec l'aide de l'État à 100 euros par mois. Donc ça va devenir très intéressant. Je vais essayer la voiture, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais l'essayer très prochainement. Voilà, donc du rétrofit, oui, si, ça peut avoir du sens, mais n'achetez pas une voiture pour la faire rétrofiter, la location à 100 euros par mois. Mais alors, du coup, vraiment intéressant. Elle ne rentre plus dans le Youngtimer et elle peut plus avoir... Si, ça reste une Youngtimer. Mais elle aura la même cote rétrofitée? Alors, rétrofitée, non, évidemment. Voilà, évidemment, vous perdez la valeur, on va dire, patrimoniale du véhicule à partir du moment où vous le modifiez. Mais pour rester sur les Twingo, François-Xavier, là, j'ai dans la cote, vous dites une Twingo 2. Alors, la Twingo 2, c'est la mal aimée, mais il y a la version RS, et là, vous mettez à acheter avant tout le monde. Oui. Il y a déjà des gens qui ont commencé à en acheter, oui. Oui, parce que c'est une petite sportive, j'allais dire, qui, tout en étant moderne, offre un peu des saveurs ancienne génération. C'est un moteur atmosphérique, c'est pas très compliqué à entretenir. C'est plutôt joueur comme moto. Enfin, je pense, Jean-Luc, que vous l'avez essayé à l'époque quand c'est sorti. Malheureusement, je vous déteste, mais oui, je l'ai essayé. Voilà, moi aussi. Mais à l'époque de la sortie, à l'époque de la sortie, je voudrais savoir, moi qui n'y connais absolument rien, je vais totalement être honnête sur les Youngtimers, François-Xavier Basse, les voitures qui prennent le plus de cotes, ce sont celles qui ont eu le plus gros succès quand elles sont sorties à 30 ans. Est-ce qu'on va retrouver les Golf? Est-ce qu'on va retrouver les Mégane de l'époque? Est-ce qu'on va retrouver ces Audi TT? Enfin, toutes ces voitures-là qui ont eu un gros succès, ou est-ce qu'une voiture qui n'a pas eu de succès peut devenir une Youngtimer à valeur? Si effectivement on parle que de la dimension argent, ce qui est sûr, c'est que c'est une voiture qui a été un échec, un flop complet, aura beaucoup de mal à devenir une voiture très collectionnée, très recherchée. Le multiplat n'aura pas ça. Voilà. Alors ça dépend, parce que le multiplat, il a des adeptes, parce qu'il était tellement excessif dans la laideur qu'en fait, il en devient beau à force. Ou la Vantime, par exemple. Ou la Vantime. Et la Velsatis, elle aura, parce que c'est une sacrée voiture. Moins que la Vantime, parce que le concept était moins novateur. La Vantime, c'était le coupe-espace, donc c'était vraiment... Il y avait quelque chose qui se passait. C'est une voiture où quasiment il n'y a pas eu d'autres dérivés. Alors que la Velsatis, c'est une routière bizarre, quoi. C'est une question de Stéphane sur Facebook, là sur la page Facebook, notre troisième co-animateur. Alors attendez, et ma Velsatis. moi j'ai une question piège, François-Xavier. Oui.
Là, bon, alors quand on parle de véhicules qui ont plus de 30 ans, il y a assez peu de diesel dedans. Dans les Youngtimers, il va y avoir beaucoup de diesel. On va arriver dans les années diesel. Est-ce que c'est collectible ou pas un diesel? Collectible. Est-ce que c'est collectible? Alors déjà, ce qu'il faut, nous, on reçoit tous les mois des courriers des lecteurs, etc. Et en vrai, la part du diesel, elle est de l'ordre aujourd'hui. Nous, on avait fait un sondage sur 1200 personnes. Elle est de l'ordre de 18% contre 82% d'essence. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont acheté du diesel neuf à l'époque, ils ont roulé beaucoup, été utilisés jusqu'à la corde. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prend les Mercedes, qui est un peu les Mercedes diesel, c'est un peu le diesel emblématique de ces années-là. Aujourd'hui, vous cherchez une Mercedes W124, vous trouverez en bon état, vous trouverez toujours des versions essence, jamais des diesels. Les diesels, ils sont déjà morts ou partis ailleurs. Donc il y en a très peu finalement. Après, est-ce que c'est collectible? Oui, on en a quelques-uns. Après, pour conclure, François-Xavier. Pardon, pour que ce soit des autos en bon état, nous on a des gens qui collectionnent des 505, des 604 turbo diesel. Mais il faut que ça soit beau, propre. Voilà. On aime bien tout ce qui est beau et propre. Merci beaucoup François-Xavier Basse. Merci François-Xavier. Merci Clément. Rédacteur en chef du magazine Youngtimer. Et merci à Clément d'avoir posé la question. Merci à vous. Et n'hésitez pas si vous pouvez faire une petite rubrique un jour sur le rétrofit et éventuellement le fait de pouvoir donner une seconde jeunesse à des... Alors, on vient d'en parler Clément. On vient de faire un rendez-vous sur le rétrofit il y a à peu près 10 minutes. Vous écouterez l'émission podcast. Voilà. Soit sur J'étais au volant, j'écoutais pas. Non, mais il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez mettre Sud Radio aussi au volant de votre voiture, enfin dans l'autoradio. Non, je vous taquine. Vous pouvez réécouter. J'écoute beaucoup en replay. Voilà, sur la page YouTube de Sud Radio ou sur le site internet où vous retrouverez le replay. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et chaque année, il y a un homme totalement dingue, mais on adore les gens qui sont fous parce qu'ils font avancer les choses. Il s'appelle Lionel Robert et il crée les Awards de l'automobile. Et quand je dis on a dit qu'on parlait pas de la vie privée. Non, mais c'est la belle folie. Que vous balanciez comme ça que Lionel est dingue. Mais non, mais dingue de passion et d'amour pour le milieu automobile et l'automobile. Et du coup, mettez-vous bien face au micro, mon ami Lionel. Pardon. Voilà, en fait, je l'ai pas habitué. Quand je dis c'est un homme totalement dingue, pour moi, c'est un compliment parce qu'il y a des gens qui font des choses passionnément, même si ça peut paraître compliqué. Vous savez ce que disait la fameuse phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible alors qu'ils l'ont fait. Eh bien, tous les ans, Lionel le fait, les Awards de l'automobile. Ouais, avec un succès extraordinaire. On va rappeler combien de constructeurs, combien de marques, combien de marques? 47, bravo 47, Laurence. 47 marques, 39 constructeurs automobiles. 4 manufacturiers de pneus et 4 équipementiers automotifs. Et 22 prix et 58 trophées décernés. Voilà. Un mot pour les gens qui arrivent sur Sud Radio, qu'on accueille maintenant, et bienvenue. Merci de nous choisir ce qu'est l'organisation. Que sont les Automobiles Awards? C'est un gros barnum, il faut bien reconnaître. C'est pour ça qu'il est dingue. Oui, complètement. C'est vrai, je ne sais pas ce qu'il m'a pris ce jour-là. En fait, ça se veut pour être simple et direct, ça se veut être les Césars d'automobile. Voilà, donc beaucoup de catégories, effectivement. Il y a le décor, il y a le costume, il y a le son, il y a le scénario. Donc l'équivalent pour moi, c'est la voiture la plus confortable, la plus jolie, la plus connectée. Alors tiens, appuyons où ça fait mal pour commencer. La plus confortable. Bon, certes, le Range Rover est confortable, mais il y avait la Citroën C5X qui, à mon sens, était plus confortable, qui est arrivée deuxième. Oui, mais quand même, elle est arrivée. Voilà. Et le Range Rover, elle fait quand même deuxième. C'est vrai que le rapport prix-équipement, je dirais, n'intervient pas dans le jugement du jury. On est d'accord. Oui, on l'a bien compris, puisque le SUV de l'année, c'est également un Range Rover. Vous êtes venu en Range Rover d'ailleurs ce matin? De qui est composé le jury d'ailleurs? Il faut le dire, tous professionnels de l'automobile. Tous professionnels, enfin tous pas forcément experts. Voilà, exactement. 10 femmes, 10 hommes. Voilà. Donc j'insiste toujours là-dessus parce que c'est vrai que cette parité, moi j'en suis assez fier parce que quelque part c'est un cas unique dans les annales de l'automobile que d'avoir autant d'hommes que de femmes pour juger des voitures. Donc ça c'est bien. Et puis effectivement ils sont issus de médias pour certains et puis des partenaires pour d'autres et ils ont tous cette accointance pour l'automobile. Donc ça représente un petit peu la société civile finalement. On a un petit peu tout le monde qui est représenté et c'est pour ça aussi quelque part que les classements, les récompenses qui sont attribuées, finalement sont un reflet relativement juste. Oui, tout à fait. Les lauréats, on vient d'évoquer la voiture la plus confortable, Range Rover. SUV de l'année, Range Rover. Il n'a pas gagné dans toutes les catégories. Non, il n'en a gagné que 2. Ceci dit, il faut quand même reconnaître que pour ceux qui ont eu la chance de le croiser,
Ce véhicule est quand même juste. Enfin, voilà, on reste un peu bouche bée quand on le voit passer. À partir de 150 000 euros, ça peut être bien. Ça peut aider. À ce propos, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils en sont arrivés à un tel niveau de confort, de luxe sur ce véhicule on peut pratiquement le comparer à une Rolls ou une Bentley à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même assez étonnant de la part de ce véhicule qui existe depuis plus de 50 ans. Pour être un peu à l'autre bout de l'échelle, le good deal, donc la bonne affaire, c'est-à-dire la voiture que nous, on peut acheter. Voilà, exactement. C'est la Yaris ? Non. Ah non. Non, c'est le Jogger. Dacia Jogger. Tout à fait. Mais c'est pas la première année qu'il gagne en plus Dacia. C'est la 3e année de suite. C'est ça, hein, oui, non, c'est vraiment Dacia aujourd'hui, c'est vraiment la marque, on va dire, qui a tout compris de ce point de vue-là. C'est le meilleur rapport prix-prestation qu'on puisse imaginer actuellement, effectivement. Dans les autres prix importants, qu'est-ce qu'on a ? Juste, il y avait une interview de monsieur Dacia qui disait nous, on fait des voitures avec juste l'essentiel. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment leur truc, quoi. Oui, c'est un virage qu'aurait voulu prendre à une époque d'ailleurs Citroën. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui a parfaitement réussi à prendre. Et surtout, Dacia démontre qu'on peut faire une voiture accessible et jolie. Qui plus on n'est pas obligé de faire moche pour faire pas cher. Tout à fait. Ce fut moche, Dacia, faut être honnête. Oui, au début. Ce fut moche. Toute première, un peu comme les Skoda dans la publicité, vous savez. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont des voitures qui sont tout à fait plaisantes à regarder et à conduire. Il y a la Toyota quand même, Aygo, qui était coup de cœur du jury, et la fameuse MG4 que vous avez essayé, dont vous allez un jour nous offrir l'essai, monsieur l'ami Jean-Luc M de Paris. La semaine prochaine. Qui est arrivé aussi. Exactement. Deuxième, tout à fait. Deuxième derrière l'IV6. Kia. Deuxième derrière la Ioniq. La Ioniq, la Ioniq 6 de Hyundai. EV6 c'était l'an passé, effectivement. Dans la MG4 finit deuxième, effectivement, dans la catégorie full électrique, donc la catégorie qui récompense la meilleure voiture électrique de l'année. Et c'est vrai que ce véhicule, alors pour le coup, là, arrive avec un rapport prix-équipement, enfin prestation qui est juste incroyable. Là, on est à 22 000 euros, alors que les concurrents. On est 25% moins cher que les concurrents. Voilà, en gros. Alors ça reste cher, une électrique, mais quand même celle-là commence à devenir abordable. Celle-là, elle est même moins chère. J'ai regardé un équipement équivalent. Elle est même moins chère qu'une berline thermique. Si vous prenez une 308 avec le moteur 1 litre de PureTech à équipement équivalent, donc on a une électrique avec à équipement équivalent et puissance supérieure qui est moins chère qu'une version thermique. Il y a la version aussi, enfin il y a c'est pas la version, mais il y a le Secure Car, c'est-à-dire que la voiture la plus sécurité qui amène le plus de sécurité. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, faisons simple. Et là, c'est Mercedes qui l'a emporté effectivement avec l'EQE, qui est leur dernière voiture électrique. Là aussi, prix. C'est clair. En même temps, ce qu'il faut aussi considérer dans ces conditions-là, c'est que les équipements qu'on retrouve sur ces voitures très très haut de gamme aujourd'hui, ils se déclinent très rapidement ensuite sur les voitures abordables, on va dire. Donc c'est toujours un progrès. Je voulais aussi noter la présence des équipementiers qui nous ont quand même régalé avec quelques innovations incroyables, notamment effectivement le fameux Scala 3. Alors là, il faut expliquer à ceux qui écoutent Sud Radio ce que vous nous avez dit. Qui est un lidar. Un lidar, en fait, c'est une espèce c'est un mélange de caméra et de radar. Et c'est quelque chose qui voit, en gros, tout ce que personne ne voit. Donc c'est capable de distinguer, par exemple, un bout de pneu sur une route bitumée noire en pleine nuit, tout ça à 130 km/h. Donc c'est juste dingue. Le Grand Prix. Quelle voiture a gagné le Grand Prix ? Parce que le public a voté. Le public a voté pour une catégorie. Non, tout à fait. Pas que le jury qui a voté, le public a voté également. Donc la voiture préférée des Français, c'est l'Opel Astra. C'est l'Opel Astra cette année. C'est étonnant quand même. Alors elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie, elle est sympa à conduire, elle est jolie, elle est multimotorisée, elle arrive en électrique l'année prochaine. Voilà, c'est super pour cette marque qui profite à plein en ce moment là du rapprochement avec le groupe Stellantis et donc avec les plateformes et motorisation évidemment de. Sur quels critères ils jugent les jurys là pour la voiture de l'année? En tout cas, le public, c'est-à-dire qu'on va sur Internet, on recommencera évidemment en 2023 avec beaucoup de bonheur et on va juste cliquer sur la voiture qui nous plaît le plus ou tout simplement. Mais du coup, il n'y a pas des catégories genre confort, etc. Alors, pas pour cette catégorie-là. Là, c'est vraiment la catégorie transversale. C'est quelle est celle qui vous plaît le plus. Donc, parfois, c'est la part de rêve qui l'emporte. On avait eu l'Alpine qui l'avait emporté l'an passé. Cette année, c'est plus la raison. Voilà, c'est le choix du public, quoi. Alors, il y a un autre vote qui m'intéresse particulièrement, puisque là, c'est pas non plus le jury qui vote. C'est pas non plus le public qui vote. Ce sont les patrons de l'automobile qui votent pour la marque de l'année. C'est la catégorie poil à gratter. L'an passé, on est d'accord, c'était Tesla. Pardon, c'est Tesla qui l'avait emporté. Voilà. Et cette année, roulement de tambour, Cocorico. C'est le losange, c'est Renault. C'est Renault. Alors il faut pondérer un peu ça. C'est vrai que le scrutin est toujours extrêmement serré parce que d'abord les patrons acceptent de voter, ce qui est sympa. Très bien. Ils n'ont pas le droit de voter pour leur propre marque, évidemment. Ça ne les empêche pas quand même de voter parfois un peu corporate, on va dire, donc pour une marque satellite de leur groupe.
ce qui est possible aussi. Il n'empêche qu'il y a quand même une qui s'est détachée cette année, et effectivement, et c'est Renault. Il faut dire que la politique de Renault, la Renaulution, là, tout ce qu'ils sont en train de faire avec la nouvelle Mégane E-Tech, 100% électrique, l'hybride, l'Austral, etc., ça bouge énormément. Complètement. Ils ont vraiment fait quelque chose. Et puis, R5 qui arrive, 4L qui arrive. Voilà, il y a des choses vraiment très sympas dans le groupe. Et ils étaient super présents sur le mondial. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le mondial de l'auto. Hein. Oui, c'était un peu Renault mondial, un peu, effectivement. Dernier trophée dont on parle, parce que c'est un partenaire de l'émission, le trophée Roule. Roule, oui, bien sûr. Alors, rien à voir. Là, il s'agissait en fait d'élire la start-up qui fait le plus, le mieux, ou qui innove le plus en matière de mobilité solidaire. Donc là, on sortait un peu du contexte pur automobile, voilà, pour aller finalement vers des gens qui font souvent les choses. Alors là, pour le coup, c'est encore plus que moi, encore plus par passion, encore plus par désintérêt, mais au contraire par empathie, je dirais, pour le monde qui les entoure. C'est les gens qui, par exemple, permettent l'accès à la mobilité aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et là, en l'occurrence, c'est Girolift qui l'a emporté. C'est un principe de gyropode qui se redresse et qui permet en fait les gens en situation de handicap assez lourd, qui sont par exemple en chaise roulante, de pouvoir reprendre une stature relativement debout, n'est-ce pas, et du coup avoir une espèce de frontal vis-à-vis des gens qui les entourent pour pouvoir s'adresser à eux de manière normale et pas simplement avec ce côté un peu condescendant qu'on a toujours vis-à-vis des gens qui sont en chaise et qu'on regarde un petit peu comme ça. Il y avait vraiment plein de choses. Une super idée. Et une super remise de prix, c'était vraiment très bien organisé, c'était au centre de l'Automobile de France. Automobile de France, toute trouvée. Empathie, la transition est toute trouvée avec l'association Les Enfants de l'Auto. C'est un partenariat d'ailleurs Sud Radio aussi. Aujourd'hui, c'est la journée partenariat. Et on en parle dans quelques instants, juste après Guy Jourdan dans quelques instants et Dominique Chapat. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. On parle auto avec vous évidemment jusqu'à 13h, vous le savez, et nous allons jouer un peu les Pères Noël, et tout du moins les Mères Noël aussi, parce que ça me va bien, ou tout du moins les lutins, parce que nous allons parler d'une association qui nous touche beaucoup et qui fait beaucoup de choses bien, les Enfants de l'Auto, mon ami Jean-Luc. Exactement, on a avec nous Guy Jourdan, qui est le président de l'association. Guy, on se connaît depuis... c'est une émission aujourd'hui de mémoire. C'est l'EHPAD. On se connaît depuis 35 ans. Vous avez été journaliste dans une vie passée, vous avez monté votre société de communication et vous avez monté les Enfants de l'Auto en 2018, c'est ça? C'est quoi les Enfants de l'Auto? Elle a 4 ans maintenant, l'association. C'est une association qui fédère le monde de l'automobile, les marques, les constructeurs, les équipementiers, les journalistes, les agences, les médias, au bénéfice des enfants malades, d'une part, et des enfants démunis, d'autre part. C'est-à-dire que on va dire, 2 grands publics auxquels on essaye d'apporter un peu de bonheur, c'est-à-dire des enfants soignés dans les hôpitaux, à Paris ou en région, et également des enfants qui sont pas malades, mais qui sont démunis, qui n'ont pas d'argent, pas de parents, pas de moyens d'avoir des cadeaux de Noël, par exemple. C'est pour ça qu'on est justement actuellement dans le Père Noël de l'auto. On compile des cadeaux pour les enfants. D'où est venue cette idée? Vous avez été touché par l'histoire d'un enfant un jour? Parce qu'il y avait toujours un point de départ. Non, le point de départ, c'est que moi, je pense que je suis moi-même un enfant de l'auto. J'avais des parents qui étaient dans l'administration, qui n'étaient pas du tout dans le monde de l'auto, qui m'a passionné et qui me passionne depuis que j'ai 7 ans. Et puis quand je suis arrivé à 50 ans passés, je me suis dit, pour l'automobile, il n'y a vraiment rien qui existe pour les enfants. J'ai dit à des amis, à des clients, est-ce que vous voulez qu'on se réunisse pour faire une association? Tout le monde m'a suivi. Et on a créé les Enfants de l'Auto. Alors il y a des grands noms qui vous ont suivi. Vous avez le patron de Renault depuis peu de temps. Et puis on a avec nous Dominique Chapat. On va pas présenter. On va pas présenter Dominique Chapat. On présente plus Dominique Chapat. D'autant qu'on a tous un passé avec Dominique, aussi bien Lionel que moi. Moi personnellement, non pas on saura. On s'est connus, j'ose le dire, il y a 35 ans. C'était en 87. Bonjour Dominique. Salut à tous. Bonjour Dominique. Alors, Dominique. Bon dimanche matin. J'ai un passé. C'est vrai que c'est une grande famille, Turbo. Employeur. M6, on avait le même employeur. Oui, Dominique, alors vous êtes parrain de l'association? J'ai des coupures sur une... Vous êtes parrain de l'association, c'est ça? Alors, vous savez ce qu'on... Oui, j'ai des coupures là. Alors, ce qu'on va faire, on va poursuivre, mais on va essayer de rappeler Dominique, même peut-être sur son téléphone. On va le garder en image pour tous ceux qui sont sur la page Facebook de Sud Radio, comme ça ils voient Dominique. Oui, il va nous dire ce qu'il va faire en parrain s'il se déguise en Père Noël pour aller dans les hôpitaux. C'était quoi les actions d'ailleurs cette année, Guy?
Alors cette année, on avait l'action qui a permis de lancer l'association qui est le permis de conduire à l'hôpital. Donc on finance des permis de conduire pour des jeunes qui sont malades, souvent gravement malades, mais qui peuvent avoir accès au permis de conduire et à la mobilité. Mais avec une auto-école particulière ? Avec des auto-écoles particulières pour les personnes qui sont handicapées physiques, absolument. Mais pour les personnes qui sont malades mais qui n'ont pas de handicap, c'est une auto-école traditionnelle. On a un partenariat avec Stitch pour ce programme-là. Cette année également, on a une voiture qu'une marque nous a donnée, Dacia, pour pas la citer, qui nous a donné une voiture pour la faire équiper pour la conduite, pour l'apprentissage de la conduite pour les handicapés. Les personnes qui sont handicapées, auxquelles il manque un bras ou une jambe, eh bien, la voiture est équipée et maintenant, elle est mise à disposition pour ces jeunes-là. On a retrouvé Dominique, on a retrouvé Dominique. Allô, Dominique. Oui, je suis là. Le retour. Vous êtes dans le igloo du Père Noël ou bien ? Non, je suis reclus dans ma campagne. Ah, c'est chouette. Alors, donc, vous êtes parrain de l'association. Il vous a convaincu comment, Guy ? Il vous a menacé ? Alors, si on ne m'entendait pas tout à l'heure, déjà bonjour à tous, puisque tous ceux autour de la table, je vous connais très très bien. Non, il n'a pas eu besoin de me menacer. Je pense que ce sont des choses qui se font naturellement. On est enclin, peut-être quand on prend de l'âge, à avoir une empathie de plus en plus forte pour certaines causes. D'autres non, mais certaines causes oui. Et j'ai pas eu besoin de me forcer pour dire oui à Guy, qui est un homme qui fourmille d'idées. En plus, aujourd'hui, il est assisté avec mon ancienne assistante, Adeline Roseau. Donc, qui est avec nous d'ailleurs dans le studio. On pourra lui demander de venir s'installer. Vous savez que sur Facebook, comment on vous a surnommé les garçons là ? Il y a Stéphane qui vient de vous surnommer les tontons rouleurs. Stéphane. Mais j'assume. Et Dominique, concrètement, vous allez faire quoi dans l'association alors en tant que parrain ? Je participe à diverses activités. De temps en temps, Guy m'appelle pour me dire qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Voilà, je regarde ça d'un œil quand même amical, bienveillant et très engagé. D'accord. Guy, ça va être Noël là. Bientôt. Oui. Donc, vous allez vous déguiser en Père Noël. Comment vous allez faire ? Comme chaque année. Oui. Comment on peut faire, ceux qui nous écoutent ? Il va falloir laisser pousser la barbe. Comment ceux qui nous écoutent peuvent aider l'association ? Alors, pour le Noël qui arrive, on a demandé aux marques automobiles de nous offrir des cadeaux. Ce qui est le cas. J'étais ce matin en train de faire des photos justement de tous les dons qu'on a eus. Il y en a beaucoup cette année. Alors c'est quoi comme cadeau ? Alors on a un alternateur, un embrayage. Non, c'est vraiment des jouets pour les enfants. C'est des voitures. Et pas autour de la voiture, il y a des voitures, mais il y a aussi des gros nounours. J'ai vu les photos. Il y a un gros nounours. Il y a des gros nounours. Il y a des voitures. Skoda, ils avaient des nounours d'ailleurs, puisque il y a des sacs à dos. Il y a énormément de choses qu'on nous donne et qu'on remet à des associations la semaine avant Noël. Ça, c'est pour le Père Noël de l'automobile. Et puis pour l'année prochaine, on a un projet important qui est le jeu de l'auto. Et peut-être que Dominique peut en dire un mot. L'auto L apostrophe AUTO, pas le loto. De l'auto AUTO. Ouais, on est bien dans le jeu de l'auto. C'est un jeu de société, Dominique ? C'est pas un jeu de loi. Hein. Oui, c'est un jeu de société qui, je ne l'ai pas vu encore. Guy m'en a parlé, mais il a tellement d'idées que j'arrive plus à suivre. Oui, ça ressemblerait à la fois au Monopoly, au 1000 bornes, mais avec quand même des questions essentielles sur l'automobile, sur la sécurité automobile, sur la technologie automobile. C'est une sorte de trivial poursuite avec un plateau. Avec des questions auto. Avec des questions auto, voilà. Chaque marque a une trentaine de questions et le jeu serait vendu dans le grand public en fin d'année prochaine si on réussit. Et là, je regarde Adeline du coin de l'œil parce que c'est Adeline qui s'occupe notamment de ça dans l'association. Si on réussit à fédérer toutes les marques automobiles pour participer. Il y a quelqu'un qui arrive très bien à les fédérer. Il est dans le studio, il est juste à côté. Lionel Robert avec Léo Ward. Il y a justement une participation. Mais le but, c'est qu'on ait les 25 marques qui comptent en France participant pour faire ce jeu de l'automobile. Et du coup, il serait vendu évidemment à tout le monde. Moi, je pourrais en acheter un. Et les bénéfices serviraient ? Voilà. Donc l'idée, c'est que le jeu serait vendu dans le grand public, dans les réseaux traditionnels en fin 2023. Et l'argent qui resterait servirait à une cause pour les enfants de l'auto, soit acheter un matériel médical, soit une autre idée. Pour l'instant, on n'a pas défini, puisqu'on ne sait pas encore si on va réussir à aboutir avec ce projet.
Bon, on peut présenter notre amie qu'on voit maintenant sur la page Facebook de Sud Radio, votre voisine, l'amie Jean-Luc. Adeline. Bonjour Adeline. Adeline, pareil, qu'on connaît depuis 35 ans. Notre maman. Je suis vraiment la plus jeune de l'histoire. Adeline qui a plein d'histoires croustillantes sans doute à raconter sur nous tous. Hein. À 34 ans de turbo, ça compte. Ouais. Et effectivement, c'est une belle aventure qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, mais qui continue par le biais des enfants de l'auto. Et vous faisiez quoi pour l'émission Turbo pendant 34 ans? Alors, c'était notre maman. Oh, c'est mignon. Voilà. Vous étiez la productrice, enfin, vous faisiez partie de l'équipe de production? Non, j'ai terminé rédactrice en chef adjointe et j'ai commencé à la production. Très bien. Voilà. Guy, pour être très terre à terre, ça va être bientôt Noël. S'il y a des gens là qui nous écoutent, qui ont des cadeaux qui sont en lien avec l'automobile et qui veulent vous les faire parvenir pour offrir justement à ces enfants malades ou nécessiteux. Eh bien, un contact, c'est lesenfantsdelauto.fr. Alors, les enfants, c'est avec un Z, L-E-S-Z-E-N, lesenfantsdelauto.fr. Première chose. Et puis, ils peuvent aussi, sur le site internet, faire un don avec un QR code et faire un don financier. Dominique Chapat, et vous, l'avenir, enfin, pardon, pas l'avenir de Turbo, mais à venir dans les émissions de ce mois de décembre? Voilà, c'est de la confidence. C'est secret. Ah mais oui, mais on est entre nous, la personne nous écoute. Non, on a tourné il y a quelques semaines une émission assez extraordinaire avec Frankie Zapata. La voiture volante, c'est ça? Avec alors d'abord il a ces fameuses bottes qui lui permettent de décoller, mais là il a mis au point un siège avec 8 réacteurs. C'est impensable. C'est impensable à la vitesse avec laquelle il se propulse dans l'espace, à la vitesse avec laquelle il évolue dans l'espace, 250 km/h. C'est impensable. Donc ça fait partie des émissions à venir. Mais comme nos confrères et néanmoins amis de TF1 sont susceptibles d'écouter votre émission, je resterai là sur la programmation. Bon, mais en tout cas, je voulais en parler. Merci d'avoir été avec nous. Mais le siège éjectable, je crois qu'il a déjà été inventé par d'autres sociétés avant. Il n'y avait pas de réacteur dessus. Mais... Alors, je voudrais pour conclure insister sur un point, parce que il s'agit de démarcher effectivement amicalement et efficacement les professionnels de l'automobile. Et là, je peux vous dire que pour l'avoir connu pendant plus de 30 ans à mes côtés, Adeline, quand on la jette par la fenêtre ou la porte, elle rentre par la cheminée. Donc elle arrivera à ses fins. Oui. Mais on y compte bien, Dominique. Et on compte bien sur ton aide aussi. Oui. Bon, vous allez repartir déjà avec toutes les petites voitures qu'on a amenées là. Hein. Bah, super. Ça sera notre contribution à nous. Magnifique. Merci beaucoup. Merci aux enfants, les enfants de l'auto avec un Z apostrophe. Absolument. Merci à vous tous d'être venus nous rejoindre. Merci. Au revoir, monsieur Lionel. Merci beaucoup. Et puis une belle fête de fin d'année. On va accueillir Quentin qui va nous parler du programme de cet après-midi, l'ami Jean-Luc, parce qu'on a un gros programme sur Sud Radio cet après-midi. Il paraît qu'il y a des gens qui jouent au ballon.